Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Dans la continuité logique de nos réflexions sur le leadership moderne et les secousses technologiques actuelles, le moment est venu de faire une bascule majeure. On ne va plus parler de la technologie en elle-même, mais plutôt de l'ingrédient absolument indispensable pour bien la digérer, la culture d'équipe. Plus précisément, on va décortiquer l'art de cultiver l'agilité et l'apprentissage continu au sein d'un collectif de travail. C'est vraiment l'analyse clé pour comprendre comment transformer la façon dont l'information circule et s'assimile dans un groupe. Et le point de départ de tout ça, il tient en un seul chiffre. 2. C'est une réalité assez frappante à notre époque où tout mute à une vitesse vertigineuse. Il faut savoir qu'une compétence technique acquise aujourd'hui perd la moitié de sa valeur en moins de 2 ans. Moins de 2 ans, c'est une obsolescence programmée littéralement hallucinante. Ah, et juste avant d'analyser en profondeur comment contrer cette dynamique, merci de prendre une petite seconde pour liker, s'abonner à la chaîne et laisser un commentaire en dessous de cette analyse. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir ces décryptages. Donc, on garde bien ce chiffre en tête, 2 ans. Face à une durée de vie aussi courte des compétences, on n'a pas le choix. La stratégie doit impérativement changer. Au programme aujourd'hui, en parcours très clair. On commence par l'obsolescence des compétences, puis l'état d'esprit de développement. Ensuite, on parlera du passage de la formation au micro-learning, suivi par le décloisonnement du savoir, et on finira en beauté avec un plan d'action immédiat. L'idée, c'est vraiment de partir de la théorie psychologique pour atterrir sur du concret, applicable tout de suite. Première étape, donc, la dynamique de l'obsolescence des compétences. Ce qu'il faut absolument réaliser ici, c'est que le plus grand atout d'une organisation, ce n'est plus ce qu'elle sait déjà à l'instant T. Vu que tout change de manière exponentielle, une base de connaissances fixe, ça devient obsolète en un claquement de doigts. Ce qui compte maintenant, c'est le flux, pas le stock. C'est la vitesse à laquelle un groupe va pouvoir renouveler son intelligence face à un problème inédit. Et c'est exactement là qu'entre en jeu une notion phare de la psychologie du travail, le learnability. En gros, c'est l'appétence universelle pour l'apprentissage et la capacité à emmagasiner vite, très vite, de nouveaux savoirs. Quand une équipe est imprégnée de cette agilité, pivoter face à une nouvelle technologie ou un nouveau concurrent, ça devient presque naturel. La veille technologique ne repose plus sur 2 ou 3 experts dans leur coin, ça devient un vrai réflexe collectif, spontané et ultra stimulant pour tout le monde. On passe à la partie 2, le fameux growth mindset ou l'état d'esprit de développement. La chercheuse Carol Dweck a mis le doigt sur un concept fascinant. Il y a une différence fondamentale dans notre façon de percevoir nos propres capacités. Et c'est la base, le prérequis psychologique absolu pour créer cette culture de l'apprentissage continu. D'un côté, on a l'état d'esprit fixe. C'est cette croyance assez rigide que nos talents et notre intelligence sont innés et figés. C'est le fameux « Oh, l'informatique et moi, ça fait 2 » ou « L'équipe a toujours fonctionné comme ça, pourquoi changer ?» À l'opposé total, il y a l'état d'esprit de développement. Là, c'est la conviction dynamique que n'importe quelle compétence, même la plus complexe, peut s'acquérir avec de l'effort, un peu de méthode et de la pratique. Avec ce paradigme en tête, un leader moderne ne juge plus son équipe sur ce qu'elle sait faire aujourd'hui, mais bien sur sa vitelle d'apprentissage et de progression. Et la quintessence de ce changement de mentalité, elle tient vraiment dans cette petite phrase. Face au grand inconnu, devant un nouveau logiciel ou un marché complètement inédit, le leader n'utilise plus de constat d'échec du style « on ne sait pas faire ». La phrase magique c'est « Nous ne savons pas encore faire, mais nous allons l'apprendre ». Et boum. Le simple ajout de ce petit mot « encore », ça change littéralement toute la dynamique du groupe. Ça ouvre grand la porte au potentiel et ça montre que l'incompétence temporaire, c'est juste la toute première étape normale de l'apprentissage. Rien de grave. Troisième étape, et là on touche à l'opérationnel, le grand saut de la formation classique vers le micro-learning. Alors concrètement, comment on fait vivre cette philosophie tous les jours ? Il faut dépoussiérer les modèles, et le contraste est frappant. Le modèle traditionnel, celui qui ressemble à un vieux calendrier bloqué en 1998, consiste à envoyer quelqu'un 3 jours en formation, une fois dans l'année. Honnêtement, c'est devenu hyper inefficace, parce qu'il y a un gouffre énorme entre le moment où l'on apprend et l'application pratique sur le terrain. L'alternative, la clé de la véritable agilité, c'est le micro-learning. L'idée, c'est d'intégrer des tout petits rituels, fractionnés et continus. C'est par exemple écouter un podcast technique de 10 minutes ou lire une petite synthèse directement pendant la journée de travail. Et le gros avantage, c'est qu'on applique ça dans la foulée sur un projet concret. C'est vraiment l'agilité à l'état pur. 4e pilier de l'analyse, et non des moindres, la nécessité absolue de décloisonner le savoir. C'est bien beau d'avoir des individus qui apprennent via le micro-learning, mais si ce savoir ne circule pas, ça ne sert pas à grand-chose. Une équipe qui performe refuse de laisser l'expertise dans des espèces de silos individuels. Garder l'information isolée, c'est le meilleur moyen de paralyser un projet le jour où un membre clé est malade ou quitte l'entreprise. Alors pour démocratiser tout ça, on a 2 leviers géniaux. D'abord, l'étape 1, la cross-formation.
Concrètement, c'est mettre régulièrement en binôme sur une tâche deux personnes qui n'ont pas du tout la même spécialité. Ça vulgarise le savoir de chacun et ça crée une résilience opérationnelle immédiate. Ensuite, l'étape 2, c'est le mentorat inversé. Ça, c'est un concept fascinant qui vient totalement casser la vieille hiérarchie classique. Imaginez un profil très junior qui va former les profils plus seniors à un nouvel outil ou une tendance émergente. Dans cette configuration, tout le monde est légitime pour enseigner et tout le monde apprend. Et on arrive à la 5e et dernière partie, le fameux plan d'action à mettre en place dès cette semaine. On a fait le tour de la théorie psychologique et des modèles, mais voyons exactement quelles sont les étapes ultra granulaires qu'on peut lancer pour transformer un groupe en vrai laboratoire d'apprentissage. Le secret, c'est la simplicité de ces deux stratégies. Premier outil, le lunch and learn, ou déjeuner apprenant. L'idée, c'est de bloquer juste 1 heure par semaine, 100% sur la base du volontariat. Autour d'un café ou d'un déjeuner, un membre de l'équipe prend la parole sur un sujet qui le passionne, partage une veille tech ou même fait un retour d'expérience sur un bel échec bien instructif. Zéro prise de tête, pas de présentation formelle, juste du partage pur. Deuxième idée, redoutable, le KPI de l'apprentissage. Pendant les points de suivi, au lieu de parler uniquement des livrables, il faut systématiquement poser cette question. Quelle est la nouvelle compétence ou l'outil découvert cette semaine et comment le groupe peut t'aider à approfondir ce sujet? Croyez-moi, cette simple petite phrase change la donne. Pour résumer, ce fameux learnability, cette soif d'apprendre en continu, c'est un peu l'assurance tout risque d'un collectif pour affronter l'avenir. L'agilité, ça ne se décrète pas de manière théorique sur un tableau blanc, c'est un vrai muscle et ça se travaille tous les jours avec ses petites routines. Alors juste avant de passer à notre toute dernière réflexion, petit rappel pour soutenir ce travail. Merci de prendre une microseconde pour liker cette analyse, s'abonner à la chaîne et glisser un commentaire juste en dessous. C'est super important. Et on termine sur cette pensée un peu provocatrice. Quand on arrive à installer cette dynamique où l'on apprend en continu, on vient mécaniquement écraser la peur du changement pour la remplacer par l'excitation, l'enthousiasme pur de la découverte. Du coup, ça pousse vraiment à s'interroger sur l'environnement de travail qu'on observe au quotidien. Est-ce qu'il est plutôt paralysé par la moindre nouveauté ou carrément galvanisé par tout ce qui reste à apprendre? On garde bien cette réflexion en tête. D'ailleurs, lors de notre prochain décryptage, on va s'attaquer à un sujet qui complète parfaitement celui-ci, l'art de donner des feedbacks constructifs et réguliers pour piloter la performance sans jamais décourager les équipes. Un grand merci d'avoir suivi cette exploration et à très vite pour la suite.